Bonjour Peter, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Peter, tu es député belge du PTB, le Parti du Travail de Belgique. Tu es aussi secrétaire général de ce parti. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de sortir un ouvrage aux éditions Agone qui s'appelle Mutinerie au singulier. Tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. Et le sous-titre, c'est Comment le monde bascule. Alors, du coup, ma première question, c'est pourquoi ce titre, pourquoi cette métaphore navale que tu as déjà utilisée d'ailleurs de par le passé. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que dans ton livre, tu dresses un peu un bilan, un état du monde moderne, un état du capitalisme qui mange, qui grappille beaucoup de nos espaces communs et des résistances en face qui se font jour. Pourquoi tu as utilisé le terme de mutinerie pour parler de ces résistances? Oui, je crois que, et au niveau du Sud global, mais aussi au niveau du Nord, il y a des mouvements de résistance quelque part contre cette phase de l'impérialisme. Mais ces actions, ces réactions, ces formes de résistance ne sont pas encore très mûres et sont très très diverses, et au nord et dans le sud. Et ils prennent plutôt la forme de dire non à cet ordre établi actuel sans avoir encore été mûri. Et donc c'est pour ça que je prends la métaphore du mutinerie, parce que ça va aussi dans tous les sens. Il y a tous ceux qui disent avec un certain dédain, oui, mais ce sont que des révoltes, ce sont que des mouvements de résistance. Mais moi, je suis plutôt partisan d'une autre approche, de travailler dans toutes ces formes de mutinerie, et d'essayer de collectiviser ça, de conscientiser ces formes de résistance et de faire rejoindre aussi des mutineries du Sud avec ceux du Nord, et pas les laisser à part tous les deux. Alors, c'est intéressant parce que là, tu me dis, il y a plusieurs formes de mutinerie. En gros, ça part dans tous les sens et tu m'opposes, entre guillemets, les mutineries du Nord à celles du Sud. Mais il y a aussi une question d'échelle, parce que ton livre s'ouvre sur une mutinerie, mais à un niveau individuel. C'est-à-dire que c'est aussi les individus, en l'occurrence, j'ai oublié, c'est Karen. Kat, c'est une infirmière au niveau de... Oui, c'est elle, une infirmière qui a jamais fait grève de sa vie. Elle travaille comme infirmière à un grand hôpital à Londres. Et elle m'explique, donc elle bosse 24 sur 24, et il y a une banque alimentaire dans l'hôpital. Et moi, naïf que j'étais, moi je pensais que la banque alimentaire c'était pour les patients, mais non, c'était pour elle et c'était pour les infirmières. Et donc la situation dans le capitalisme du XXIe siècle aujourd'hui est telle que il y a une partie des gens qui travaillent, qui bossent, qui sont dépendants encore des banques alimentaires. Et donc elle, Kat, va faire grève pour la première fois de sa vie. Donc elle n'est pas syndicaliste professionnelle ni organisée professionnelle. Elle dit je n'en peux plus, et donc je vais me mettre en action et je vais le faire de manière collective, parce que les mutineries, ce que je décris, c'est quand même des formes d'action quelque part collectives qui s'organisent. Et donc moi j'étais très frappé du fait que par exemple aujourd'hui, les 2 dernières années en Angleterre, il y a eu plus de journées d'action syndicale, plus de journées de grève que dans les années 80. Moi j'ai grandi dans les années 80 contre Thatcher, donc le premier ministre de droite de l'époque, symbole du néolibéralisme qui a cassé le syndicat, etc. Et dans le narratif collectif, ces années de résistance des mineurs surtout et syndicales, et des dockers aussi de Liverpool contre ça, c'était très fort. Mais aujourd'hui, il y a plus de résistance, mais on en parle moins. Et donc, il n'y a pas seulement la question de la résistance du mutinerie, mais aussi de la narrative et de la place de la résistance qui doit être aussi améliorée aujourd'hui. Donc, Mais quand tu dis qu'on en parle moins, par exemple, cette infirmière londonienne, est-ce que elle a décidé en fait que c'est bon, elle en pouvait plus, elle allait faire la grève, etc. Est-ce qu'elle a réussi à se rattacher justement à un collectif, à écrire en fait son histoire à un niveau plus important que juste elle se mettre en résistance? Autrement dit,
pour pouvoir parler de grandes mutineries, pour les inscrire, comme tu dis, dans un narratif, il faut aussi qu'ils soient prises dans une action collective. Oui, je crois qu'elle a fait Kat et avec Kat beaucoup d'autres personnes comme Kat, mais je crois aussi que bon, l'histoire est écrite toujours par les vainqueurs. Pour le moment, beaucoup de ces mutins, des mutineries ne sont pas encore vainqueurs et souvent perdants. Mais donc l'histoire est aussi écrite après des années. Donc moi je crois que les années du mécontentement, comme on l'appelle en Angleterre, on peut peut-être pas encore voir l'importance aujourd'hui, mais peut-être oui dans quelques années. Et donc ce que moi je dis, il y a plus de résistance qu'on en pense et que il y a toujours cette tradition que de surestimer la force de l'establishment, les forces de la droite et sous-estimer la force des gens, des gens simples, des gens, des travailleuses et des travailleurs. Donc ça c'est un constat. Toi, tu n'es pas un syndicaliste, tu es un homme politique. Ouais. Comment est-ce que tu entends, où se situe en fait ton action? Comment tu entends, toi, par exemple, offrir une perspective à cette infirmière londonienne? Autrement dit, il y a des luttes, il y a des actions en fait qui doivent s'organiser. On doit déposer, par exemple, les syndicats, c'est assez clair. Eux, ils doivent déposer le préavis de grève, organiser la grève. Toi, ton rôle, c'est quoi? Non, d'essayer de conscientiser et de converger les luttes, mais aussi de conscientiser. Donc nous, comme Parti du Travail de Belgique, on fait aussi l'action au niveau de conscientiser les gens. On va faire par exemple des meetings sur mon livre. Il y a 2 semaines, il y a eu 200 métallos, donc des ouvriers, surtout des ouvriers du métal charleroi, qui se sont réunis pendant 2 heures pour parler sur le livre. Et donc il y avait un silence énorme. Et il y avait 200 hommes forts qui étaient en train de poser des questions, et moi je suis vraiment convaincu que la majorité des gens veulent comprendre le monde dans lequel on vit actuellement, et il faut avoir le temps et aussi la langue, une langue qui doit être claire, donc parce que moi je crois que avec la démocratisation de la langue, de expliquer de manière claire, avec des mots clairs, pas simplistes, mais clairs. Donc la majorité des gens veut s'informer et veut savoir où elle se trouve aujourd'hui. Et donc ça peut renforcer. Donc avant, ça s'appelait conscientiser dans une tradition marxiste, conscientiser les gens. Moi j'y crois vraiment réellement. Donc on a besoin de ça. Pour autant, le monde que tu décris dans ton livre, c'est un monde où le néolibéralisme est plutôt triomphant, même si certains disent mort au néolibéralisme. On peut dire qu'il est en train de gagner du terrain dans sa forme la plus débridée, d'une part, et d'autre part, les extrêmes droites à travers le monde ont plutôt le vent en poupe. Ça veut dire qu'à un moment, le PTB, mais c'est que un des acteurs, mais on va dire les mouvements de gauche au niveau mondial ont raté quelque chose. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça marche pas aussi bien qu'on voudrait que ça marche? Oui, je crois que il faut d'abord regarder au futur et pas dans le passé. Ça, c'est important déjà, parce que moi, je crois qu'on est devant quelques crises. Le monde est réellement dans une période bouleversante, et donc on va encore voir des bouleversements sérieux, et au niveau climatique, écologique, mais aussi au niveau démocratique, etc. Donc et au niveau de la guerre et les guerres qui sont devant nous. Donc on va traverser encore des tempêtes, et donc la gauche d'abord, selon moi, doit regarder vers le futur et pas vers le passé. On doit tirer aussi des petits bilans quand même sur genre ce qu'on a fait. Absolument, mais on a tout perdu. C'est toi-même tout à l'heure qui as dit on a enchaîné les défaites. Oui, non, mais d'abord, effectivement, on a la contre-attaque qu'on a vécue avec le néolibéralisme, qui était une contre-attaque voulue et organisée par le néolibéralisme pour casser le collectif, pour casser le syndicalisme de combat, pour casser la conscience et le narratif effectivement. Mais maintenant, c'est l'heure à reconstruire. Dans le 19e siècle, il fallait aussi construire. Donc c'était difficile. Il y avait des journées de 12 heures, de 14 heures. Il y avait l'analphabétisme, il y avait la superstition, etc., etc. Donc construire le mouvement ouvrier, construire une conscience
socialiste, construire un syndicalisme de combat était super difficile au 19e siècle, mais c'est possible aujourd'hui aussi. Et dès le moment qu'on laisse tout ce champ pour l'extrême droite, on a perdu. On doit aussi avoir un petit peu l'ambition de croire dans nos propres convictions, dans la force de nos propres idées socialistes, des idées de solidarité, etc. Et reprendre ce terrain et chasser l'extrême droite. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible de le faire. Moi, je constate qu'il y a une gauche quelque part en Europe qui est en dépression et qui est chez le psychoanalyste, mais il ne va rien, il va rien trouver. La gauche qui est là, c'est chez le psychologue, elle ne va rien trouver là-bas. Elle doit être pas chez le psychologue, mais dans la rue, parmi les gens, chasser sur le terrain d'extrême droite, donner l'espoir, former des gens, donner une perspective aux gens. Donc, les gens, il y a une possibilité pour les quatre en Angleterre, pour tous les jeunes familles en Allemagne, etc. En France, il y a tellement de gens, de familles, des personnes qui se sentent perdues, ne pas entendues, ne pas représentées, il y a une possibilité énorme devant nous. Vraiment, il faut seulement des gens qui se remettent dans les quartiers avec un langage d'espoir, avec une force, avec une conviction, avec une conviction que les gens sentent, ils sont honnêtes, ils veulent se battre aussi pour ça. Donc, il y a cette place. Je suis convaincu, partout en Europe, je suis convaincu que sur cette base-là, on peut. C'est un travail dur, parce que je sais bien que c'est facile ce que je dis, mais il faut avoir ce point de départ, selon moi, quand même. Les gens ont horreur à la gauche dépressive. J'ai une autre question qui a trait au capitalisme, parce que ce que tu décris en fait dans ton livre, pour moi, c'est un stade en fait du capitalisme, comme un nouveau stade du capitalisme qu'on aurait atteint avec les méga profits, la destruction de l'environnement, un système bancaire complètement financiarisé et complètement dingue. Hein, tu y consacres à chaque fois des chapitres. Comment est-ce que j'entends en fait que tu dises que genre on va répondre en fait à cette énorme pieuvre en fait qui s'abat sur le monde, cette pieuvre capitaliste par des mutineries. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Non, je pense que c'est un début. Moi, je crois que ce qui a changé et qui est en train de changer, c'est en tout cas cette période unipolaire après la chute de l'Union soviétique. Après 91, tout le monde avait dit, et tout le monde, c'est-à-dire les intellectuels américains et d'autres, avaient dit que c'est la fin de l'histoire et dorénavant, les États-Unis allaient être la garantie pour la paix et la stabilité dans le monde. Donc, bon, ça s'est pas produit. Le monde est devenu encore beaucoup plus chaotique, avec beaucoup plus de guerres, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il y a des pays de croissance dans le Sud qui gagnent au niveau économique, qui est en poids. Et donc, pour la première fois, la part des 5 pays les plus grands, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, la part dans le produit brut mondial de ces pays-là est devenue plus grande que la part des G7, donc des pays les plus puissantes économiquement. Et donc ça c'est un changement au niveau du monde, au niveau économique, et leur pas devient de plus en plus grand. Et donc on est devant une période qui sonne la fin de la domination des États-Unis sur tous les terrains. Je dis, on est au début de cette période-là, parce que les États-Unis sont encore dominants et au niveau militaire et au niveau de certaines technologies et au niveau surtout des nouvelles news, etc. L'information, voilà, c'est ça. Donc sur ces 3 terrains, ils sont encore super dominants, mais c'est la fin de leur règne et donc il y a de nouvelles forces qui viennent et c'est cette période qu'on est là et cette période est sanglante. Les États-Unis vont défendre leur domination avec toute leur force, on le voit partout. Mais là, ce que tu définis comme monde, je l'ai vu un peu aussi dans ton livre, tu dis le Nord, le Sud, on a l'impression qu'il y a 2 camps en fait qui sont condamnés à s'opposer.
on était de la domination du Nord sur le Sud, et là, en gros, ce que tu dis, c'est on passe de la domination du Sud sur le Nord. Mais je crois réellement que la majorité des pays dans le Sud ne sont pas intéressés de dominer le monde. Donc moi, je crois que toute cette idée binaire, toute cette idée du campisme, tout cet langage de la nouvelle guerre froide et le langage, c'est le langage de Washington, choisir son camp binaire où on est avec nous, où on est avec les autocrates chinoises, russes, etc. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que tout ce langage de la guerre froide, toute cette guerre économique aussi pour avoir de plus en plus de restrictions au niveau de la commerce, etc. et d'éviter qu'il y ait de commerce au niveau des semi-conducteurs vis-à-vis la Chine. Toute cette guerre économique, ça prépare une guerre chaude, selon moi. Donc, moi, je suis plutôt pour de quitter toute cette logique binaire de campisme et d'avoir de partenariats partout dans le monde. Et moi, je crois que, et au niveau du Brésil, et au niveau de l'Afrique du Sud, mais même au niveau de la Chine, leur intérêt, c'est de développer une variété énorme au niveau de la commerce et pas de pousser le monde dans un campisme. Je ne crois ni en Chine ni en Inde qu'il y a un intérêt là-dedans. J'entends que c'est pas ce que tu souhaites, mais est-ce que c'est pas ce que tu vois à l'œuvre? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des tentatives de reproduction, soit de poursuite pour les États-Unis de mécanismes de domination, soit pour d'autres pays de reproduction en fait de ce qu'avait été d'anciens rapports de domination. Oui, donc je crois que c'est surtout les États-Unis qui essayent de forcer tout le monde dans ce campisme. Je constate que dans les Nations Unies, ils se retrouvent de plus en plus isolés. Quand il y a eu le vote sur le blocus contre le blocus illégal et criminel contre le Cuba, il y a seulement eu les États-Unis et Israël et l'Ukraine qui ont qui s'est abstenu, mais il y a seulement 3 pays. Tous les autres pays, donc les États-Unis, étaient tellement isolés. Donc, de plus en plus, les États-Unis sont isolés, mais ils essayent de convaincre l'Union européenne de leur politique. Quand ils ont donc en octobre 22, ils ont dit il est interdit d'avoir de commerce pour les semi-conducteurs avec la Chine. Et par exemple, un grand film néerlandais du Pays-Bas, ASML, qui produit des machines, qui produit des semi-conducteurs, une boîte super technique, etc. Donc les États-Unis ont interdit à cette firme du Pays-Bas de faire la commerce encore avec la Chine. Et là, je dis, ok, mais si l'Union européenne va accepter toute cette dictat de Washington, elle va être encore de plus en plus perdante. Donc après l'invasion illégale de la Russie en Ukraine, après l'invasion, il y a eu les sanctions qui ont été mises. C'est surtout l'Europe qui est perdant parce que l'Allemagne a dû couper le gaz bon marché russe et doit importer maintenant le gaz schiste, le gaz liquéfié qui est super polluant et super cher. Et donc l'Allemagne est en dépression maintenant. Il y a tous les programmes de subsides et de subventions énormes au niveau des États-Unis, protectionnistes, et donc finalement l'économie en Europe est perdant et l'économie aux États-Unis est en train de gagner. Et donc, moi, je crois que si l'Union européenne ne cherche pas sa propre voie, elle va être perdante dans toute cette histoire. Et je crois qu'il y a des alliés pour l'Union européenne dans le Sud. Et je crois que, et au niveau du Brésil et de l'Afrique du Sud, ils cherchent des partenariats honnêtes, équitable, pas néocolonial, mais il y a une chance quelque part à prendre. J'ai une dernière question, Peter. Ce soir, là, on est à la Bellevilloise. Ouais. Tu vas faire une réunion, un petit meeting avec des représentants français syndicaux et politiques, notamment Laurent Brun de la CGT et François Ruffin de la France Insoumise, député de la France Insoumise. Tu m'as parlé de l'Europe. Est-ce que toi, tu es au PTB, tu es en Belgique.
est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se passer au niveau des gauches européennes? Est-ce que là, la rencontre que tu fais avec des Français, hein, des représentants de la gauche syndicale, associative et politique française, est-ce que c'est quelque chose qui est unique, qui arrive une fois, ou est-ce que genre il y a un travail quand même qui est élaboré de fond, un narratif pour reprendre tes mots, de la gauche européenne qui est en train de se construire? J'espère le deuxième, on va faire le tout pour le faire. Je crois aussi que donc on va avoir des crises, on va encore avoir des luttes, on voit encore des luttes partout en Europe, et ça peut aller dans tous les sens. Ça c'est aussi le problème avec les mutineries, que ça peut aller dans tous les sens. Et donc moi je crois qu'il y a, et en France et en Espagne et en Allemagne, il y a partout aussi des forces de gauche qui sont en reconstruction, ou qui se reconstruisent, qui ont une tradition énorme, etc. Et donc, moi, je crois qu'il n'y a pas, on n'est pas dans une phase de luxe où on ne peut pas apprendre de l'un de l'autre. On vient aussi d'apprendre ici la tradition, la manière de faire les choses par les Français. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir de plus en plus ces lieux de rencontre pour s'apprendre, un petit peu être humble et apprendre le l'un de l'autre, mais quand même avec cette... On est dans le même côté, et pour pousser toutes ces mutineries vers le côté social-démocratique et écologique, et pas laisser tout ça à l'extrême droite. Merci beaucoup Peter, merci pour tout ton espoir. Merci à toi pour l'interview.